Donc ma communication aura trois enjeux principaux qui sont communs à ceux de... C'est en mode automatique. Hop là. Et qui sont aussi ceux de ma thèse, donc je vous les affiche ici, mais celle sur laquelle je vais me concentrer pour cette communication, c'est le troisième enjeu, oui, aussi le deuxième. Envisager les espaces sonores, donc dans cette session, espace et corporalité, envisager les espaces sonores du jeu vidéo et surtout ceux qui sont produits en cours de partie plutôt que d'imaginer qu'ils sont déjà préexistants. Et notamment dans cette perspective d'imaginer, de se placer du côté de la production des espaces, je vais essayer d'interroger la place et les contributions des joueurs et des joueuses vis-à-vis de ces espaces. Donc je vais avoir un faisceau de problématiques. Je vais me concentrer aujourd'hui sur la deuxième. Dans quel espace sonore situer une partie de jeu vidéo? On a eu ce matin un keynote passionnant justement qui nous reparlait de l'ère intermédiaire d'expérience de Winnicott, qui rappelle que le jeu se situe ni complètement du côté du joueur, ni complètement du côté du réel. Donc je vais essayer de remanipuler ce concept-là par l'intermédiaire du sonore, par ce prisme-là, et d'aboutir ensuite à un concept que j'intitule donc la réalité intermédiaire, qui permet peut-être de remobiliser l'ère intermédiaire d'expérience dans d'autres contextes que celui du jeu. Donc je vous présente ici mes hypothèses qui vont un peu servir de programme pour les trois parties de ma communication, et donc la troisième hypothèse est peut-être celle qui va un peu clôturer la communication. Donc au niveau de la structure de cette communication, ça va se dérouler en trois parties. D'abord, je vais vous préciser le cadre théorique de ma communication et plus généralement de ma thèse avec des concepts qui sont très importants pour moi, et notamment donc, le concept de vocalité et le concept d'incorporation, conçu comme par Gordon Kaleja, qu'on a déjà abondamment cité, mais qui présente l'incorporation comme une métaphore plus appropriée que l'immersion dans le contexte du jeu vidéo. Dans un second temps, ce sera vraiment le cœur de la communication. Je vais faire une analyse sonore de Hellblade et Senua Sacrifice. Je vais me concentrer sur la première séquence du jeu, mais après je vais l'éclairer quelque peu par quelques éléments issus de la suite du jeu. Je suis désolé, j'entends ma voix, elle est un peu rocailleuse. Et enfin, donc la troisième partie qui reprend l'intitulé de la communication, création et homéostasie de réalité intermédiaire. Là, je vais vraiment vous parler de ce concept de réalité intermédiaire et un peu expliquer aussi ce que j'entends par homéostasie. Donc par rapport au concept de vocalité, c'est une approche qui est développée par un chercheur qui s'appelle Bruno Bossi, qui travaille notamment sur la musique contemporaine et qui essaye d'élargir un peu la typologie des phénomènes vocaux. Il parle de vocalité comme qualité vocale d'un événement sonore, et moi j'en fais un substantif qui me permet de classifier les vocalités en différents types. Donc dans le cadre du jeu vidéo, c'est pour moi particulièrement utile pour discriminer les différents types d'objets sonores. Donc en effet, pour moi, les vocalités qui sont produites par la machine de jeu sont systématiquement des vocalités artificielles, qu'elles soient ou non basées à la base sur des vocalités naturelles. Donc la distinction que Bossi fait, c'est que les vocalités naturelles sont produites par des organes phonatoires. Donc là, par exemple, moi j'entends ma vocalité naturelle, mais ce que vous entendez, c'est une vocalité artificielle, et c'est encore plus vrai si j'utilise ça. Il faut que je l'allume au préalable, bien entendu. Et ce qui est assez intéressant, c'est que penser en termes de vocalité permet aussi de révéler des incertitudes. Parce que là, par exemple, vous m'entendez venir du plafond, alors que je vous parle d'en face de vous. Et ma voix a gagné en termes d'espace une capacité de projection qui est légèrement différente. Et ça permet, par exemple, dans le cas de l'étude d'une partie de jeu vidéo, de questionner aussi les circulations de vocalité, a fortiori quand on étend l'interface avec des logiciels de voice over IP, comme Discord, Skype, etc., qui peuvent eux-mêmes être étendus avec des logiciels de déformation de vocalité. Donc, c'est toutes ces pratiques-là que je questionne et que je vais un peu essayer d'analyser de façon synthétique dans cette communication. Le deuxième concept clé que je présente dans ma thèse, c'est plutôt que l'immersion à l'incorporation, donc Gordon Kaleja définit comme indiqué sur la diapositive. Et c'est un concept qui me paraît particulièrement important parce qu'il envisage l'activité ludique, enfin l'activité vidéoludique même, comme un phénomène bidirectionnel. C'est-à-dire que dans le même temps où la personne qui joue est plongée dans l'univers fictionnel, cet univers fictionnel va aussi être imprimé dans la conscience de la personne qui joue. Et c'est ce double mouvement, pour Kaleja, qui caractérise l'interaction avec des médias ergodiques, donc là je vous renvoie à Arset, mais en particulier avec des jeux vidéo. Donc,
Pour nuancer un peu les remarques de Caléja sur incorporation versus immersion, dans la théorie de l'immersion fictionnelle par Jean-Marie Schaeffer, on retrouve déjà quelques éléments qui tendent à caractériser l'immersion comme un phénomène bidirectionnel, en particulier donc les deux dernières parties de cette citation, la coexistence de deux mondes qui va particulièrement m'intéresser pour élaborer la réalité intermédiaire. Et on retrouve donc là l'idée de l'immersion fictionnelle comme une activité homéostatique, c'est-à-dire qu'elle se régule elle-même à l'aide de boucles rétroactives. Donc là, j'insiste vraiment sur cette dernière partie de la citation parce qu'elle va vraiment beaucoup me servir par la suite. Donc assez rapidement, je vais enchaîner sur la séquence de jeu. Je vais d'abord vous présenter un petit peu Hellblade: Senua's Sacrifice. C'est un jeu que je vais un peu sauvagement et rapidement qualifier de jeu d'action à la troisième personne, qui raconte l'histoire de Senua, une guerrière picte, donc celte, atteinte de troubles psychotiques particulièrement violents depuis le meurtre brutal de son compagnon, Dillion, par des pillards vikings. Traumatisé par cet événement, Senua entreprend un long voyage pour négocier la restitution de l'âme de Dillion auprès de Hela, qui est la déesse nordique des morts. Et les manifestations sonores et visuelles des troubles psychotiques de Senua vont accompagner l'intégralité de sa quête, si bien que un des enjeux de Hellblade, c'est pour le joueur ou la joueuse de démêler ce qui relève de l'hallucination de ce qui n'en relève pas. Sur le plan de la création du jeu, il y a un fait qui est assez notable, c'est que l'équipe de création a collaboré d'une part avec des psychologues spécialistes des troubles psychotiques et notamment des hallucinations verbales auditives, donc le fait d'entendre des voix, ainsi qu'avec des personnes concernées qui sont qualifiées d'experts par expérience, pour garantir une authenticité ainsi qu'un respect des personnes consultées. Le second enjeu de ces collaborations, c'est aussi de limiter la prolifération de figures fantasmées et diabolisées des personnes atteintes de troubles psychotiques. Donc c'est une démarche que je juge suffisamment remarquable pour la mentionner. Sur le plan technique du jeu, au niveau du moteur audio, il y a une technologie qui est essentielle, c'est le son binaural. Donc je vais beaucoup articuler mon analyse autour de cette technologie-là, donc je vais rapidement vous en parler. Vous en avez sans doute, ça doit résonner un petit peu avec la démocratisation de la VR, des vidéos à 360 degrés ou même des podcasts qui sont de plus en plus en binaural. Même je suis récemment tombé un peu dans ce qui buzz sur YouTube, à savoir la musique 8D qui en fait repose sur le binaural, mais bon, c'est 8D, donc en fait on essaie de nous faire croire que c'est pas juste de la 3D. En fait, le binaural, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble de techniques de prise de son d'une part, mais aussi de traitement du signal audio qui permet de reconstituer à partir de deux sources, souvent les deux haut-parleurs d'un casque ou d'écouteurs, un champ sonore complexe en 3 dimensions. Donc là, ce petit schéma avec ce bonhomme bleu vu du dessus, en fait, il représente une situation d'écoute normale. C'est-à-dire que si, par exemple, j'entendais un son à ma gauche, je le localiserai effectivement à ma gauche parce qu'il va atteindre mon oreille gauche avant l'oreille droite. Ça, c'est un des premiers éléments, un des premiers fonctionnements essentiels de la localisation des sources sonores, c'est la distance interorale. Ensuite, l'autre élément qui rentre en compte et qui est crucial pour la mise en œuvre technique du binaural, c'est ce qu'on appelle les HRTF. Donc quand un son atteint je vais reprendre mon oreille gauche. Quand un son atteint mon oreille gauche, ce son ne va pas s'arrêter ici et va traverser ma boîte crânienne pour atteindre l'oreille droite au travers de ma tête. Et là, ma tête va effectuer un filtrage sur le son. Et ce filtre est caractérisé par ce qu'on appelle une fonction de transfert. Donc ça prend en compte, par exemple, la densité de ma structure osseuse crânienne, la densité de ma chair, la forme de mon pavillon, qui va aussi caractériser la directivité de mon écoute. Et tous ces éléments-là vont caractériser un filtre qu'on va utiliser pour modéliser les capacités d'écoute d'un corps. Donc les technologies de son binaural visent à simuler des HRTF grâce à des algorithmes d'encodage et de décodage, ou, comme c'est le cas pour Hellblade, dès la prise de son via des microphones spéciaux ou des têtes artificielles, par exemple. Donc pour être très synthétique, le son binaural permet, en prenant en compte les HRTF, de faire écouter quelque chose comme si on l'entendait, non seulement avec les oreilles de quelqu'un d'autre, mais avec la tête de quelqu'un d'autre. Ce qui est c'est quelque chose de plus que la stéréo, en quelque sorte. Et la séquence que je vais vous diffuser est concentrée donc sur les premières minutes du jeu, au cours desquelles le personnage de Senua nous est présenté par une vocalité que le jeu va identifier comme la narratrice. Et rapidement, d'autres vocalités vont se joindre un peu à cette discussion. Et le jeu nous les présente comme des furies en référence à la mythologie qui
vont en quelque sorte harceler et tourmenter Senua. Après, les relations entre ces furies et le personnage principal va évoluer considérablement au cours du jeu. Et dans la mesure où je ne vais pas pouvoir vous diffuser le jeu en binaural, je ne vais pas pouvoir distribuer des casques à tout le monde, alors j'en suis navré. J'ai essayé de représenter la localisation des sources sonores dans l'espace via un petit diagramme que vous verrez de ce côté-là de l'écran, il me semble. Je vais lancer avec VLC, je suis désolé. QuickTime est un peu capricieux. Hello. Who are you? Welcome. You're safe with me. I'll be right here, nice and close so I can speak without alerting the others. Let me tell you about Senua. Now, her story has already come to an end, but now it begins anew. What's happening? It's breathing. It's breathing. He knows she's getting closer. He can feel her coming closer. She's getting This is a journey deep into darkness. There will be no more stories after this one. Why is she doing this? They're watching. Why isn't she coming? She's doing this for him. She wants to rescue him. He's already going to feel you coming. Quiet. Oh, how rude of me. I never told you of the others. You hear them too, right? They've been around ever since the tragedy. Well, that's not quite true. Some are old, some are new. Là, j'ai fait une légère ellipse de peut-être 30 secondes. What is she looking at? What is she leaving behind? I know what she's thinking. I hear her thoughts. It's not too late to get into the boat and go back. No one will judge her. No one will ever know. Oh, she heard us. There's no going back. She can't. Donc comme je l'expliquais plus tôt, le son binaural permet de placer le joueur ou la joueuse dans la tête d'un personnage. C'est en particulier très souvent à cette fin que le binaural est utilisé en VR ou en vidéo 360. Et dans ce cas, il y a une forme d'adéquation entre le son binaural et la vue subjective. C'est en quelque sorte un équivalent sonore de cette figure visuelle. Et dans ces cas-là, il y a une coïncidence parfaite, en général, entre point de vue et point d'écoute. Donc je vais aussi un peu rebondir sur ce que Selim nous a dit sur l'amalgame parfois hasardeux entre point de vue et caméra. Et justement, quand on observe l'utilisation de la caméra et l'articulation entre point de vue et point d'écoute dans cette séquence, on va retrouver un peu des éléments de critique. Donc, dans la séquence, l'écoute de la spatialisation des sources révèle une relation bien plus complexe, justement, entre point de vue et point d'écoute. Au départ, la narratrice s'adresse directement à nous, tandis que la caméra glisse jusqu'à Senua dans un long travelling avant. Notre point de vue coïncide alors avec notre point d'écoute. Seulement pendant un temps, puisque après s'être enroulée autour de Senua, la caméra vient finalement s'attacher à elle, un peu derrière ses épaules,
et elle devient notre avatar. Nous gagnons alors le contrôle de l'orientation de la caméra. Pour autant, deux choses vont maintenant produire une forme de friction dans cette séquence. D'abord, les mouvements de la caméra que nous provoquons ne s'accompagnent pas pour autant de mouvements de tête de la part de Senua. Nous en concluons donc que notre point de vue n'est pas exactement celui de Senua, et que nous conservons une forme d'indépendance en tant qu'entité qui contrôle la caméra. Par contre, au niveau sonore, si les vocalités des Furies et de la narratrice ne bougent pas en fonction de l'orientation de la caméra, ce qui est cohérent avec leur nature de voix intérieure qui se trouve dans notre point d'écoute, voire même dans notre tête, les sons environnementaux et notamment le son de la rame restent également fixes. Donc c'était pas évident peut-être pour vous de le sentir dans cette situation-là, j'en suis encore une fois navré. Or, donc ces sons environnementaux ne sont pas fixes par rapport à notre point de vue, mais par rapport à celui de Senua. Nous entendons ces sons au travers de notre avatar, et l'intégralité de l'espace sonore que nous entendons se mue en une fusion de deux points d'écoute, le nôtre et celui de Senua. Dans la dernière partie de la séquence, il devient même manifeste que Senua entend également la narratrice et les Furies, et qu'elle peut s'exprimer au sein de cet espace vocal. Une fois son embarcation de fortune poussée d'un coup de pied, notre point d'écoute et celui de Senua ont totalement fusionné, là où notre point de vue et celui de Senua resteront souvent dissociés. Ceci a plusieurs conséquences sur les modalités d'identification au personnage. Est-ce que nous incarnons Senua ou est-ce que nous sommes un autre personnage? Est-ce que nous sommes finalement une autre voix parmi toutes celles que nous entendons, une autre vocalité? Ces jeux de points d'écoute et les circulations justement de vocalité au sein de l'espace sonore entretiennent une incertitude qui s'accompagne par une posture réflexive accentuée par les différentes adresses directes au joueur ou à la joueuse, ce qui va avoir un impact sur la capacité à s'entrelacer des différentes temporalités au sein du jeu, mais aussi des différents plans diégétiques par la suite. Donc après avoir étudié vraiment concrètement cette séquence en termes de spatialisation et de gestion du temps, je voudrais m'attarder un peu plus sur la plasticité des vocalités et sur leur texture et leurs fonctions. Celles-ci sont dans la séquence tantôt chuchotée, précisément définies et caractérisées par un effet de proximité, en tout cas pour les vocalités de la narratrice et des Furies. Par contre, la vocalité de Senua, elle, est complètement déréalisée par des effets d'une part de réverbération, mais aussi par des effets d'écho. Et elle va complètement remplir l'espace, c'est pour ça que, vous l'avez peut-être remarqué, sur la vidéo, je représente le carré de Senua comme un très volumineux, enfin très gros, très jaune, pour marquer justement cette différence de traitement. Et ça va caractériser une espèce de hiérarchie des vocalités au sein de l'espace sonore. Les Furies sont recouvertes par la narratrice, et Senua va, elle, masquer de façon tonitruante toutes les autres vocalités. Ça permet de mettre en forme l'espace sonore que le joueur ou la joueuse entend en tant qu'espace mental. Dès lors, les vocalités vont gagner des fonctions qui vont les élever au rang de figure vocale. La plus évidente de celles-ci, donc à l'écran, est celle de la voix intérieure. Comme l'Aden Dollar, donc associé au daemon qui est décrit par Socrate dans l'Apologie. Et cette voix intérieure est une ombre, un ange gardien, une présence à la fois intime et transcendantale qui va accompagner sans prescrire, sans pour autant fournir de jugement. Si dans la séquence, cette figure vocale se manifeste au travers de la narratrice qui est là pour nous accompagner, nous présenter la situation et nous suggérer une posture par rapport à l'histoire, elle sera ensuite représentée par une autre vocalité beaucoup plus sombre et négative, celle du père de Senua, donc qui est représentée ici. Donc c'est une des manifestations visuelles de père de Senua dans le jeu ultérieur. Pour renforcer l'opposition entre ces deux voix intérieures, la narratrice et l'ombre, le père, la première est localisée au creux de notre oreille gauche, tandis que la seconde est, à l'opposé, située au creux de l'oreille droite. L'autre figure vocale principale du jeu, qui est également représentée au départ par la narratrice, mais qui va ensuite être représentée par un autre personnage, c'est celle du guide. Le personnage de Druce aura pour Senua une fonction similaire à celle de Virgile dans la Divine Comédie de Dante, dans la mesure où il partage beaucoup avec elle, parce qu'il a également été maltraité et traumatisé par ses rencontres avec les Vikings, et il va l'accompagner autant que possible dans sa quête. Le guide est une figure qu'on connaît assez bien dans le jeu vidéo, à laquelle on est habitué. Et elle fonctionne particulièrement bien au sein des jeux vidéo parce qu'elle agit sur plusieurs plans simultanés. D'une part, c'est un vecteur narratif. D'autre part, c'est aussi un vecteur d'apprentissage, par exemple du gameplay. Les vocalités comme guide s'adressent aussi bien au personnage qu'au joueur ou à la joueuse en fournissant des conseils et des indications qui permettent d'appréhender l'espace de jeu. Enfin, donc, la troisième figure remarquable que je souhaite évoquer, c'est celle de l'acousmètre, qui vient directement des travaux de Michel Chion sur le son au cinéma. Et l'acousmètre, c'est un personnage vocalité qui est invisible, mais qui est tellement cohérent et qui a une telle matérialité qu'il est sans cesse en instance d'apparaître,
toujours sur le point de soudainement devenir visible et gagner enfin une matérialité charnelle et visuelle. Et Michel Chion prête notamment à cette figure vocale plusieurs pouvoirs, l'ubiquité, l'omnipotence, l'omniscience et le panoptisme, qui sont également associés aux vocalités que nous entendons dans Hellblade, en particulier celle du père de Senua. Et justement, lorsque l'acousmètre, dans la théorie de Michel Chion, finit par se manifester et gagner un corps, il forme un complexe corps-voix que Chion nomme, dans une volonté de créer un concept un peu paradoxal, un anacousmètre. Dans Hellblade, le compagnon de Senua est pour elle un acousmètre. C'est-à-dire que la transformation de Dillion en anacousmètre va être le véritable enjeu de la quête de Senua. En retrouvant un corps, via la restitution de son âme, Dillion trouverait enfin le repos et le tourment de Senua pourrait cesser. Cependant, seul le père de Senua va, dans la dernière partie du jeu, sous la forme d'un combat, gagner un corps, en la présence du monstre Fenrir que vous voyez à l'écran, qui est une matérialisation des angoisses et des peurs les plus violentes de Senua. Et cette matérialisation va aussi matérialiser la domination physique du père de Senua sur sa fille, qui ne s'exprimait jusqu'alors que par l'intermédiaire de sa vocalité. Et par la présentation de ces figures vocales qui sont récurrentes au sein de Senua, mais qu'on peut retrouver dans nombre de jeux vidéo, je souhaite montrer que la circulation des vocalités au sein de ce jeu, et notamment celle des vocalités acousmatiques, donc sans source visible, sont profondément articulées justement au visible pour mettre le monde en jeu, pour mettre en monde le jeu, mais aussi entretenir une posture réflexive chez le joueur ou la joueuse, en remettant sans cesse en question ses propres règles de matérialisation de l'audible vers le visible. Si bien que l'univers du jeu devient peu à peu un espace mental, constitué des hallucinations de Senua, mais aussi de ce que le joueur ou la joueuse y projette. Dans le contexte d'Hellblade, c'est cet espace mental que j'associe au concept de réalité intermédiaire, que je vais vous expliciter, avec donc un clin d'œil évident à Winnicott. Pour élaborer ce concept, je m'appuie avant tout sur des remarques de Karen Collins, qui travaille beaucoup sur l'interface sonore vidéoludique et qui insiste sur la capacité de l'interface sonore à déborder l'interface visuelle. Donc, the sound extends the game space well beyond the frame of the screen. Et donc, pour justement retourner à Axel Stockberger, Guillaume a mentionné précédemment, il y a une communication à la DIGRA de 2003 qui est assez intéressante au niveau de l'étude du son de jeux vidéo, dans laquelle il décline deux espaces, donc le game environment qui correspond à l'univers sonore du jeu, et le user environment qui est en fait l'espace sonore dans lequel se trouve le joueur ou la joueuse. Et si on associe un peu ces concepts-là à ce que décrit Karen Collins, finalement, l'enjeu de l'interface sonore, c'est que le game environment, en tant qu'espace sonore, envahisse l'espace sonore du joueur ou de la joueuse. Et qu'il y ait une fusion complète du game environment dans l'user environment. Et ça peut être encore plus vrai dans le cas de l'utilisation d'un casque ou d'écouteurs, où en fait, le game environment se substitue totalement à l'user environment, en termes sonores. Donc, pour formuler le concept de réalité intermédiaire, je vais généraliser ces remarques-là aux espaces sonores, aux autres composantes de l'expérience vidéoludique. Et donc, l'espace sonore que je considère hybride, réel, fictionnel, qui résulte de l'interaction du game environment et de l'user environment, je vais extrapoler et l'étendre à l'intégralité de ce qui se produit dans le cadre d'une partie. Donc, la réalité intermédiaire, c'est l'espace qui est produit par la fusion de l'univers fictionnel d'un jeu vidéo avec l'environnement réel dans lequel se trouve la personne qui joue. Donc le concept de réalité intermédiaire a deux points communs avec l'immersion fictionnelle de Jean-Marie Schaeffer. D'abord, elle correspond à une coexistence de deux mondes sous la forme d'un troisième monde qui est hybride. Et ensuite, elle est régie et entretenue par des boucles de rétroaction symbolisées par ces différentes flèches. La première que je qualifierais de boucle extérieure, oui. Donc la boucle extérieure qui est ici, qui est une première boucle d'actualisation-virtualisation, et en fait un schéma classique d'interaction, c'est-à-dire qu'on va avoir un système qui appelle sur elle l'action d'un autre système, l'action d'un autre système. Une fois que cette action a été effectuée, le premier système va évoluer et appeler ensuite éventuellement une nouvelle action pour entretenir un état de stabilité. C'est ce que fait notre corps, par exemple, quand on manque de sucre. Il va dire « mange du sucre, sinon tu vas faire une hypoglycémie ». On mange du sucre, notre taux de glycémie se régule. Et on nous dit « bon bah c'est bon, t'as ton sucre, tu vas pas faire d'hypoglycémie ». Je schématise, mais dans l'idée, c'est ça.
Dans le cas du jeu vidéo, ce schéma d'interaction procède par des cycles de virtualisation et d'actualisation. Donc le jeu vidéo se présente en output, ici, comme un univers virtuel au sens philosophique du terme, en puissance, et invite à son actualisation. La personne qui joue effectue en réponse une action, en input, qui va actualiser l'univers du jeu. Puis pour inviter le joueur ou la joueuse à continuer d'actualiser le système, celui-ci doit alors procéder à une série de virtualisations qui vont justement entretenir les invitations à l'actualisation. Dans le cas du jeu vidéo, par exemple, ces procédés de virtualisation passent par la définition d'objectifs. La deuxième boucle, elle, intérieure, procède également par virtualisation-actualisation, mais ces rétroactions vont transiter par un troisième objet, qui est justement la réalité intermédiaire. Le jeu va agir sur la réalité intermédiaire en s'actualisant et en produisant des signaux sensoriels qui vont mettre en monde l'univers fictionnel du jeu, aussi bien au niveau visuel que sonore. Dans le même temps, la personne va opérer une virtualisation de cette réalité intermédiaire par la construction de conjectures. Que va-t-il se passer ensuite ? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de cette porte ? Et l'intérêt de ces virtualisations, c'est que le joueur va se projeter dans la réalité intermédiaire et réintroduire de l'incertitude, réintroduire des choses à actualiser. Et c'est le jeu qui va confirmer, par exemple, les conjectures ou les infirmer. Donc c'est par ces phénomènes de projection aussi que la personne qui joue emmène avec elle des éléments de son environnement réel au sein de la réalité intermédiaire, contribuant ainsi à en faire un hybride réel-fictionnel. Dans la continuité de ces 2 journées de colloque qui ont été très denses et très riches, la réalité intermédiaire, à mon sens et à ce que j'ai compris aussi de l'intervention de Maud Bonenfant, c'est précisément le lieu où se situe le tiers symbolisant dans le cadre d'une partie considérée comme un acte communicationnel avec la machine de jeu. Et par ailleurs, c'est dans la réalité intermédiaire que la controverse ou la bagarre se manifeste. Ceci est par ailleurs renforcé que les 2 boucles de rétroaction, intérieure et extérieure, sont liées. Il faut envisager les actualisations de la réalité intermédiaire par le jeu comme la continuité des actualisations du jeu par le joueur, mais aussi les actions de virtualisation de la réalité intermédiaire comme la continuité des actions de virtualisation du jeu. Ces combinaisons de 2 moitiés de boucle, donc en bleu et en rouge, constituent finalement une 3e et une 4e boucle de rétroaction. Et au sein de ce cadre d'interaction, l'interface sonore vidéoludique va matérialiser les processus de fusion et d'hybridation du réel et du fictionnel. Et donc ce concept de réalité intermédiaire que je vous ai présenté ici sous une forme assez synthétique, à la base je l'ai élaboré pour parler d'interventions artistiques dans l'espace public qui vont justement mobiliser des jeux vidéo, et notamment les travaux d'Anne-Marie Schleiner qui a fait des parties d'America's Army sur des façades de New York, quelques jours avant la convention nationale du Parti républicain dans la même ville, pour parler de l'engagement mené par le Parti républicain de l'armée américaine en Irak. Et dans ce cas-là, je rajoutais une surcouche à ce schéma de réalité intermédiaire par l'influence d'un contexte qui allait justement, j'avais un peu le même problème que Maud Bonenfant pour signifier ça. Est-ce que c'était au-dessus, est-ce que c'était en dessous, est-ce que ça transperçait, est-ce que ça englobait. Donc je serais ravi de discuter avec ça, enfin de vous, avec vous, pardon, de ça. Désolé. Et pour conclure, pour justifier peut-être le fait de parler de réalité intermédiaire plutôt que d'aire intermédiaire d'expérience comme Winnicott, un des enjeux pour moi qui pourrait être intéressant, c'est de questionner la possibilité de transférer ce concept à d'autres médias fictionnels. Et par exemple, en supprimant la boucle extérieure, à mon sens, on peut se retrouver dans le contexte d'interaction avec un livre. Et la réalité intermédiaire, finalement, devient un espace qui est hybride entre ce qui est dans le livre et ce qui est en puissance dans le livre et ce que le joueur ou la joueuse va créer au cours de sa lecture. Donc en supprimant peut-être cette boucle d'interaction, de rétroaction plus directe, on peut adapter le concept de réalité intermédiaire à d'autres contextes et à d'autres médias, qu'ils soient ergodiques ou pas. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que ça n'a pas été trop dense.